Bonjour, dans cette première vidéo, dans le cadre de ce chapitre sur le fonctionnement des marchés concurrentiels, nous allons nous interroger sur la nature des marchés concurrentiels. En seconde, vous avez vu globalement ce qu'était qu'un marché, la notion en tout cas de marché, le modèle que les économistes utilisent pour décrire le fonctionnement général des marchés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce modèle qui correspond donc au fonctionnement d'un marché concurrentiel et que nous allons approfondir dans le cadre de ce chapitre, c'est un modèle particulier. Il repose en réalité sur certaines conditions, notamment qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par la définition générale d'un marché avant de s'intéresser à cette condition particulière qu'est la concurrence pure et parfaite. Donc, de façon générale, un marché est le lieu de rencontre entre des acteurs désirant acheter un produit et d'autres acteurs désirant le vendre. Je répète, un marché est le lieu de rencontre entre des acteurs désirant acheter un produit et d'autres acteurs désirant le vendre. Et cette rencontre entre donc, des acteurs qui veulent acheter un produit et d'autres qui veulent le vendre, elle aboutit à la définition d'un prix selon certaines conditions qui peuvent varier d'un marché à un autre. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une définition générale qui donc s'applique à un ensemble de marchés qui sont diversifiés, qui notamment peuvent changer en fonction de la nature des produits échangés, en fonction justement de la rencontre, les conditions de rencontre et de négociation entre les acheteurs et les vendeurs. Comment est-ce qu'est fixé le prix? Tout ça, ce sont des critères qui vont expliquer la diversité des prix et la diversité des marchés, mais ce qui nous intéresse ici, c'est justement de prendre un modèle qui va se concentrer sur les caractéristiques générales qu'on doit retrouver dans n'importe quel marché. Que ce soit finalement une vente aux enchères de produits artistiques, un marché de fruits et légumes ou le marché du travail ou les marchés financiers, on retrouve normalement, c'est le principe du modèle, on retrouve ces caractéristiques des acteurs qui veulent acheter un produit, que ce soit donc des fruits et légumes, des œuvres artistiques, des produits et des titres financiers, et des acteurs qui veulent le vendre, et un prix qui est fixé pour réaliser cet échange. On peut ajouter ainsi que le marché est une institution. Alors évidemment, pour comprendre ça, il faut définir ce qu'est une institution. Une institution est un ensemble de règles qui encadrent les interactions humaines. Je répète, une institution est un ensemble de règles qui encadrent les interactions humaines. Donc ces règles peuvent être formelles ou informelles, c'est-à-dire que ça peut être codifié dans des textes juridiques comme des lois, ou simplement des habitudes et des façons de penser que tout le monde adopte et considère comme naturelles et évidentes. Mais en tout cas, voilà, il y a ces règles qui sont finalement assez partagées et assez durables pour que justement on puisse fonder nos décisions sur le respect de ces institutions aujourd'hui et dans le futur. Et c'est important parce qu'en économie, les acteurs économiques, quand même, une caractéristique importante, c'est que non seulement ils prennent des décisions aujourd'hui, mais ces décisions sont censées être calculées en fonction de ce qui va se passer, en fonction d'au moins leur estimation du futur. Donc, avoir une institution qui va nous dire voilà ce qui se passe pour vous aujourd'hui et voilà ce qui va se passer pour vous plus tard, voilà ce qui ne va pas se passer pour vous plus tard, c'est quand même important justement pour prendre ces décisions économiques. Cette question est un peu plus approfondie en terminale, mais en tout cas, voilà, il faut comprendre que les institutions sont importantes en économie et le marché est en fait une institution comme une autre. Notamment, le marché est une institution parce que c'est une façon particulière de faire circuler des biens et des services qui repose sur notamment un principe, celui d'un échange mutuellement profitable entre l'acheteur et le vendeur. Le vendeur a un produit que l'acheteur désire avoir, que ce soit un bien ou un service, et l'acheteur, en échange de ce produit, va justement donner, dans le cadre d'un marché avec de la monnaie, justement va donner de l'argent pour justement pouvoir bénéficier de ce produit. Et donc normalement, le prix fait en sorte que personne ne se sent justement arnaqué dans la transaction, dans l'échange. Chaque personne estime que ce qu'on tire de l'échange et ce qu'on en perd est équilibré. Et si, à l'inverse,
vous pensez que ce n'est pas le cas, vous êtes libre justement de ne pas vous engager dans la transaction. Si quelqu'un essaye de vous vendre une baguette de pain pour 500 €, vous estimez que c'est du racket, justement, le fait d'être dans le cadre d'un marché fait que ce n'est pas du racket car vous avez la possibilité de refuser. Et en fait, qu'il faut comprendre le fonctionnement d'un marché, ça globalement tout le monde l'a, le principe sur lequel ça repose, tout le monde le comprend, et là je ne fais que énoncer des évidences. Mais ce qu'il faut surtout comprendre en fait, c'est que le marché, c'est seulement une façon particulière, une façon parmi d'autres de faire circuler des biens et des services dans une société. Vous pourriez imaginer des sociétés sans marché, mais où les biens et les services circulent plutôt sur le mode du don, où là, dans ce cas, vous attendez pas de recevoir quelque chose de la part de quelqu'un d'autre, vous donnez en retirant peut-être un peu de prestige de ça, ou d'un sentiment de satisfaction personnelle, mais en tout cas, pas rien de matériel et d'équivalent. À l'inverse, vous pourriez avoir des économies centrées sur l'extorsion, où là, justement, des personnes plus fortes que vous vont vous imposer de céder une partie de vos biens et de vos produits. On peut aussi ajouter que le marché est une institution mais qui repose sur d'autres institutions. Pour que les échanges marchands fonctionnent correctement, il faut justement que les différents acteurs soient d'accord sur un certain nombre de principes, notamment sur les conditions de l'échange, sur tous les droits qui en sortent. Donc des institutions qui vont jouer un rôle important dans le fonctionnement d'un marché, c'est la question du droit de propriété. Savoir que justement, qui est propriétaire d'un bien et qui peut donc le vendre légitimement, légalement sur un marché, car si vous n'êtes pas propriétaire d'un bien, vous ne pouvez pas le vendre sur un marché, c'est logique, voilà. Et le fait que justement, du coup, une fois que vous avez vendu ce bien, vous avez transféré ses droits de propriété, que la personne qui est maintenant propriétaire de ce bien ne va pas avoir de problème, personne ne va revendiquer ce bien à sa place, car elle a des droits de propriété complets et exclusifs sur ce bien. Sur la monnaie aussi, une autre institution qui joue un rôle important dans le fonctionnement d'un marché, car évidemment pour que l'échange ait lieu, il faut que tout le monde soit d'accord sur qu'est-ce qu'on peut utiliser dans le cadre de l'échange, qu'est-ce qu'on utilise comme monnaie. Si vous voulez utiliser des billets de Monopoly et que l'autre personne en face ne veut pas, ce n'est pas possible. Si vous voulez utiliser des euros et que la personne en face n'accepte que des dollars, forcément l'échange ne va pas se faire. Donc il faut qu'on soit d'accord sur les conditions de l'échange, et le fait justement d'être d'accord et de savoir que d'autres personnes sont d'accord, le fait de dire je peux utiliser des euros aujourd'hui pour cet échange, et si justement je vends un produit contre des euros, ces euros je pourrais les utiliser ensuite pour acheter d'autres choses, c'est nécessaire pour le fonctionnement fluide et correct des marchés. Si à l'inverse vous vous dites ok, j'accepte des bitcoins par exemple pour acheter des baguettes de pain, mais je suis pas sûr que si je vais maintenant chez l'épicier et que je veux acheter des légumes, je suis pas sûr que lui accepte mes bitcoins pour acheter des légumes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'accepte mes bitcoins, que j'achète des bitcoins, parce que je pourrais pas forcément les réutiliser, je vais me retrouver coincé avec justement cette monnaie que je ne peux pas utiliser. Donc sur la question de la monnaie, on y reviendra dans le cadre d'un chapitre ultérieur, mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, c'est une institution, car c'est une façon particulière de faire circuler des biens et des services qui repose sur notamment un principe qu'on retrouve, qui est celui de l'échange mutuellement profitable, principe qu'on ne retrouve pas dans d'autres façons de faire circuler des biens et des services, que ce soit le don ou le racket. Mais ce marché repose aussi sur d'autres institutions pour fonctionner correctement, notamment la protection et la définition des droits de propriété, l'existence d'une monnaie reconnue par tout le monde, tous les acteurs, tous les membres d'une même société, etc., etc. Cette question de l'importance des institutions dans le fonctionnement des marchés, dans le fonctionnement d'un marché, elle se retrouve finalement, justement, c'est une question générale sur tous les marchés, qu'ils soient concurrentiels ou pas. Donc on reste dans un cas général, mais maintenant on va voir que les marchés concurrentiels sont un état particulier de la concurrence. On va rapidement mentionner qu'il existe d'autres marchés qui ne sont pas concurrentiels. C'est une question qu'on va approfondir dans un chapitre suivant. Et on va voir quelles conditions il faut remplir pour qu'un marché soit considéré comme concurrentiel et corresponde donc au modèle de
la concurrence pure et parfaite. Donc en l'occurrence, pour qu'un marché corresponde au modèle de la concurrence pure et parfaite, il faut répondre à 5 conditions. Première de ces conditions, c'est l'atomicité des acteurs. L'idée qu'il y a tellement d'acteurs présents sur le marché, avec chacun un rôle assez faible par rapport à tous les autres, que aucun d'eux ne peut à lui tout seul influencer les décisions prises sur le marché, notamment influencer le prix fixé par le marché. Parce que si vous avez plein d'acteurs, mais qu'il y en a un qui représente 90% des ventes et tous les autres qui se partagent les 10% restants, bah forcément, cette personne va quand même avoir une importance décisive, va quasiment à elle seule fixer le prix sur le marché. Là, l'idée d'atomicité des acteurs, c'est justement que même si vous, au final, les décisions de chaque acteur présent sur le marché va influencer le fonctionnement du marché, il n'y a personne qui, à lui tout seul, joue un rôle décisif. Il y a trop d'acteurs présents avec un rôle individuellement assez faible pour influencer vraiment le prix du marché. Deuxième condition, l'homogénéité des produits. Tous les produits échangés sur le marché sont comparables, on ne peut pas faire de distinction réelle entre eux, et notamment pas de distinction de qualité. Si à partir du moment où vous pouvez dire ce produit est de meilleure qualité que l'autre et donc il peut valoir qu'on paye plus, peu importe d'ailleurs que ce soit réel ou pas, on n'est plus dans la condition d'homogénéité des produits et donc on n'est plus dans un marché concurrentiel. Troisième condition, l'information parfaite, la transparence de l'information. Ça signifie en réalité pas forcément que vous avez une information parfaite sur tout. On n'est pas dans un cas qui serait uniquement utopique et imaginaire, mais simplement que les producteurs et les consommateurs, l'offre et la demande, disposent des mêmes informations. Si les producteurs disposent d'informations sur leurs produits, sur la qualité de leurs produits, que les consommateurs n'ont pas, si les producteurs savent que leur produit n'est pas de très bonne qualité, savent que leur produit peut sembler bien, mais en fait il va pas tenir la route et que dans 6 mois, 2 ans, il va lâcher, là vous êtes dans une situation d'asymétrie d'information qu'on va explorer dans un chapitre ultérieur, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que vous n'êtes pas dans de l'information parfaite, donc vous n'êtes pas dans un marché concurrentiel, parce que notamment il peut y avoir des possibilités d'arnaque. Autre condition, la libre entrée et sortie du marché, donc c'est le fait, ce que j'ai un peu déjà évoqué précédemment, que quand il y a un marché qui existe, vous êtes libre de décider en tant que consommateur d'acheter ou pas ce produit, et en tant que producteur, vous êtes libre de décider de produire ce produit ou pas. Donc, personne ne peut vous forcer par exemple à acheter ce produit, et de même en tant que producteur, vous voyez un marché qui est en train d'émerger et de connaître du succès, vous ne devez rencontrer aucun obstacle pour vous lancer dans la production de ce marché. À l'inverse, vous voyez un marché qui est en train de décliner, vous ne devez rencontrer aucun obstacle pour sortir de ce marché. Et la dernière condition qui est finement liée à la précédente, la question de la parfaite mobilité des facteurs de production. Donc les facteurs de production, le travail, les travailleurs, les travailleuses, et le capital, donc tout ce qui est à la fois outils, mais là on parle plutôt du capital financier, donc vraiment de l'argent. Quand on voit qu'un marché est en train justement d'émerger, de connaître un succès, et qu'à l'inverse un autre marché est en train de décliner, on doit pouvoir, en fait, et la parfaite mobilité, c'est-à-dire qu'on peut le faire sans aucun problème, prendre les ressources sur le marché qui sont en train de décliner, les enlever de ce marché où finalement, puisqu'il est en train de décliner, ça vaut pas le coup de les laisser, et les mettre sur le marché qui est en train d'émerger, de connaître du succès. Donc on doit pouvoir dire aux travailleurs, par exemple, d'un marché qui est en train de décliner, dire ça sert à rien, arrêtez de travailler dans ce secteur d'activité et lancez-vous plutôt dans un autre secteur qui, lui, est porteur d'avenir. Donc, quand ces 5 conditions de la concurrence pure et parfaite sont remplies, on dit que les acteurs économiques sont preneurs de prix. Alors, la définition, ce qu'il y a derrière cette définition, voilà, ça signifie que les acteurs présents sur un marché sont preneurs de prix quand ils ne peuvent pas influencer le prix du marché. Ils sont obligés d'ajuster leurs décisions en fonction de ce prix. Je répète, les acteurs présents sur un marché sont preneurs de prix quand ils ne peuvent pas influencer le prix du marché et sont obligés d'ajuster leurs décisions en fonction de ce prix. Donc c'est assez transparent, ça reprend un peu ce que j'ai dit sur l'atomicité des acteurs, mais l'atomicité des acteurs c'est vraiment sur le nombre et le poids des acteurs. Là on a vu qu'il y a d'autres conditions qui peuvent faire que les acteurs peuvent influencer
le prix si leur produit est de meilleure qualité que les autres ou s'ils mentent même sur la qualité de leur produit, s'ils prétendent que leur produit est de meilleure qualité que les autres, même si ce n'est pas le cas. Donc voilà, si l'atomicité des acteurs est respectée mais que les autres conditions ne sont pas respectées, on peut considérer que les acteurs ne sont pas preneurs de prix et donc on n'est pas en concurrence pure et parfaite. Pour être vraiment en concurrence pure et parfaite, il faut que ces 5 conditions soient remplies. Et dans ce cas-là, en effet, on va considérer que le prix va être fixé en réalité par les décisions, plein de petites décisions qui sont prises sur le marché, mais qui vont apparaître pour n'importe quel acteur présent sur le marché comme quelque chose de collectif, d'extérieur, sur lequel il doit s'aligner et qui ne peut pas changer, influencer à lui tout seul. Voilà. Petite remarque pour terminer, ce modèle de la concurrence pure et parfaite, qui est celui à partir duquel on analyse généralement le fonctionnement des marchés, qui est globalement le point de départ de toutes les théories économiques sur le marché, c'est un modèle qui, en pratique, se trouve rarement dans la réalité. Un modèle qui correspond à ces 5 conditions et à ces 5 conditions parfaitement, ça se trouve quasiment pas, voire pas du tout. Donc le but, c'est pas de dire ok, tous les marchés correspondent à ce modèle et tous les marchés remplissent ces conditions et peuvent être analysés de la même façon. C'est juste de dire que finalement, on peut retrouver ces conditions plus ou moins fortes, plus ou moins bien respectées dans différents marchés. Et ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de dire ça, c'est un point de départ et on va s'intéresser à l'écart entre ce modèle et la réalité. Se dire ok, tel marché ne correspond pas à ce modèle de la concurrence pure et parfaite, pourquoi et quelles sont les conséquences du fait que par exemple l'information n'est pas parfaite sur ce marché. Mais en tout cas, on part de ce point de départ et éventuellement c'est d'ailleurs aussi un idéal en quelque sorte vers lequel on tendrait, notamment dans le cadre des théories libérales. On considère que le but c'est que ces 5 conditions soient remplies, que l'État doit intervenir pour aider les marchés à remplir ces 5 conditions et justement changer les marchés qui ne correspondent pas à ces 5 conditions. Si l'information n'est pas parfaite, il faut que l'État intervienne pour qu'elle le devienne, par exemple. Mais ensuite, juste amener sur les bonnes rails, en quelque sorte, les marchés, les mettre, faire en sorte qu'ils respectent ces 5 conditions, et ensuite les laisser fonctionner librement, parce que, et on va approfondir cette question, mais normalement, si un marché correspond à 5 conditions, c'est la meilleure situation possible et on ne peut pas faire mieux qu'un marché en concurrence parfaite. En tout cas, c'est les points de départ de la majorité des théories économiques, notamment des théories libérales. Donc là, on marquera, petite parenthèse, que du coup, même ces théories libérales ne supposent pas que l'État n'intervienne pas et sortir et laisse les entreprises faire ce qu'elles veulent. Au contraire, l'État a un rôle important à jouer. On a vu que le marché de toute façon a besoin d'institutions, de stabilité institutionnelle pour fonctionner et notamment du coup l'État doit intervenir pour que ces 5 conditions de la concurrence pure et parfaite soient respectées. Donc voilà, l'État a un rôle à jouer pour bien préparer les marchands qui nous sortent et ensuite c'est une fois que ces 5 conditions sont respectées que l'État peut se retirer. Mais voilà, l'État joue quand même un rôle important même dans les théories libérales. Dans la pratique, c'est peut-être un peu différent, dans ce qu'on peut entendre de libéraux qui ne sont pas des économistes, qui ne sont pas des théoriciens économiques, mais en tout cas, dans la théorie, voilà ce qu'on fait.